Le président nigérian sera reçu le 20 juillet par Barack Obama. Nous parlerons d'un défi qui lui tient à cœur, l'électrification. Grève débordante des taxis en France. L'activité d'Uber Pop interdite par un arrêté. Au Népal, les victimes des séismes retrouvent progressivement espoir. Des donateurs promettent de financer la reconstruction. Bonjour chez vous. En Grande-Bretagne, le chef des services de renseignement rwandais, le général Karenzi Karake, a été libéré après avoir payé une caution de 1 million de livres par un tribunal de Londres. Mais il est interdit de quitter le territoire britannique jusqu'à la décision finale du tribunal prévue pour fin octobre. Karenzi Karake a été arrêté à l'aéroport de Londres samedi en réponse à un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne. Le président rwandais Paul Kagame avait lancé une attaque verbale virulente contre le gouvernement britannique au sujet de cette arrestation. Il a affirmé qu'il s'agit d'une continuation de la colonisation, ou plutôt du colonialisme. Rappelons que le général Karenzi Karake est accusé par l'Espagne d'avoir ordonné des massacres lors du génocide rwandais, notamment le massacre de 9 citoyens espagnols entre 1994 et 1997. Et le président rwandais Paul Kagame a condamné jeudi l'arrogance et le mépris de l'Occident après l'arrestation à Londres de son chef des services de renseignement. Eh bien, le président rwandais a remis en question le droit du Royaume-Uni d'arrêter Karake sur la base du mandat d'arrêt espagnol émis en 2008. Aucune de ces deux choses n'a de justification autre que l'arrogance absolue, le mépris des autres. Voilà leur seule motivation. L'obligation légale est que c'est un officiel de l'État du Rwanda, un peuple qui se respecte, qui ne dépend pas des autres, un peuple qui veut avoir la maîtrise de son destin. Ni le Royaume-Uni, ni l'Espagne, ni la France ne doivent décider à sa place. Ça n'arrivera jamais. Ces mêmes gens ont tué plus de personnes que les Africains eux-mêmes n'en ont tué. Ils ont tué des Africains par millions. Ils doivent l'avoir pris par erreur pour un immigrant illégal. Vous savez, le problème qu'ils ont avec les migrants illégaux, c'est comme ça qu'ils traitent un ministre africain, le chef des services de renseignement. Oui, ils ont dû le confondre avec un migrant. Au Bénin, les rideaux dans quelques heures vont tomber sur la campagne électorale pour les élections communales, municipales et locales. Un scrutin prévu pour se tenir ce week-end. Un tour d'horizon de la campagne à travers ce reportage signé Joël Yétandi et Juste d'Henrisso. Des affiches à tous les coins de rue et au grand carrefour parlant d'elles-mêmes, avec à la clé des rencontres directes avec les populations au niveau des arrondissements, des quartiers de ville et des villages. Telle aura été la stratégie définie par la plupart des candidats en course pour les communales du dimanche prochain au Bénin. Nous pensons que ce qu'il faut réellement pour ces populations-là, c'est qu'il faut rapprocher l'administration des administrés. La force qui a commencé par impulser la chose, c'est la force qu'aurait pour un Bénin émergent. Durant les 10 jours qu'aura duré la campagne, quasiment aucun géant meeting sur l'ensemble du territoire. Toutes sortes de formules pour appâter le grand nombre étaient développées. Dans la foulée, on y passait plus aisément son message. Vos différentes parcelles du premier arrondissement au 13e arrondissement, vos parcelles qui ont été saisies ou vendues, dès que je revienne le 28 prochain, je vais vous reprendre toutes vos parcelles. Vous aurez tout. Rien ne sera laissé. Pour un pays fraîchement à l'épreuve de la décentralisation, une dizaine d'années d'expérience, les défis à relever au niveau des communes ne manquent pas. Le PAD a souvent été incompris, mais aujourd'hui les faits nous donnent raison. Il faut que le peuple essaye de rétablir le PAD dans ses droits. Et ce faisant, nous voulons que le peuple confie au PRD beaucoup de municipalités
afin que le PAD montre, donne l'exemple par la gestion. Il n'y a que ce parti qui doit sauver le Bénin. Une campagne électorale bien réussie dans l'ensemble, mais déteinte par un blessé grave enregistré dans le nord du pays suite à un affrontement entre militants FCBE, formation politique au pouvoir, et ceux de l'Alliance Soleil, alliance politique de l'opposition. Les partisans FCBE du chef de l'État se sont mis à décoller nos affiches et les partisans de l'Alliance Soleil n'étaient pas contents. Il y a eu des intercations jusqu'à ce qu'un militant de l'Alliance Soleil a été gravement blessé. On a porté plainte au commissariat et on pense que si ce n'est pas fait à ce niveau, on va toucher le procureur. Un scrutin sans quoi que le 28 juin prochain, c'est désormais le souhait de tous pour une élection transparente et crédible. Le 20 juillet prochain, le président nigérien Muhammadu Buhari sera reçu à la Maison-Blanche par son homologue Barack Obama. Les deux personnalités évoqueront, entre autres, la coopération entre les États-Unis et le Nigeria pour une approche régionale et globale du combat contre le groupe djihadiste Boko Haram. Ce sera également l'occasion pour ces personnalités de souligner l'amitié de longue date qui existe entre les États-Unis et le Nigeria. Les États-Unis entendent d'ailleurs renforcer et élargir leur partenariat avec le nouveau gouvernement du Nigeria et leur soutien au peuple nigérien après des élections démocratiques, historiques et un transfert pacifique du pouvoir dans le pays. Plusieurs centaines de demandeurs d'asile érythréens ont manifesté en Israël jeudi. Ils demandent des mesures contre le régime de fer au pouvoir dans leur pays et réclament le statut de réfugiés. Cette mobilisation est intervenue après la publication par l'ONU d'un rapport détaillant de flagrantes violations des droits de l'homme dans ce pays de la Corne d'Afrique. Érythrée, le règne de la peur, pas de loi, pouvait-on lire sur des banderoles, alors que les manifestants, réunis devant les bureaux de la représentation de l'Union européenne dans la banlieue de Tel Aviv, agitaient des drapeaux érythréens et israéliens. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour soutenir la Convention de Genève. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Demain, il va y avoir une réunion contre la dictature dans notre pays. Nous sommes ici pour afficher notre soutien à la commission d'enquête de l'ONU qui étudie les violations des droits de l'homme à l'encontre du peuple érythréen. Je voudrais dire à la communauté internationale que nous avons beaucoup souffert dans le Sinaï. Des parties de nos corps ont été arrachées et nous avons été torturés par les Bédouins et les Arabes. Les protestataires ont aussi appelé les États européens ainsi qu'Israël, où sont réfugiés des milliers d'Érythréens, à octroyer le statut de réfugiés aux habitants de leur pays ayant fui le régime autoritaire. Mercredi, un spécialiste onusien a demandé une enquête sur de possibles crimes contre l'humanité après la publication d'un rapport mettant en évidence les violations systématiques et à grande échelle des droits de l'homme par le gouvernement d'Érythrée. Ces exactions poussent quelques 5000 Érythréens à fuir leur pays chaque mois, selon l'ONU. Sur les quelques 30 000 Érythréens qui seraient arrivés en Israël, seuls 4 ont obtenu le statut officiel de réfugiés selon des groupes de défense des droits de l'homme. Plusieurs mois après la catastrophe qui a secoué le Népal, les victimes retrouvent un peu d'espoir. Un espoir suscité par la promesse faite par plusieurs donateurs internationaux d'octroyer 4 milliards de dollars pour la reconstruction du Népal. La communauté internationale à la rescousse du Népal. 4,4 milliards de dollars attendus, un geste des gouvernements indiens, chinois, japonais, américains auxquels s'ajoutent l'Union européenne, la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. Une aide capitale pour le Népal, confronté à bien des défis depuis la catastrophe du 25 avril dernier. Pour surmonter de tels défis de réhabilitation et de reconstruction, nous avons besoin d'un partenariat mondial robuste pour faire ce que nous devons avec des buts clairs et des plans d'action bien définis.
Le pays estime avoir besoin de 6,7 milliards de dollars pour se reconstruire. Ce dont 4,4 milliards est donc loin d'être suffisant pour remettre le pays sur pied. Mais il suscite déjà de l'espoir auprès des sinistrés de la catastrophe. Quoi qu'ils fassent, ce sera positif pour nous. Ils peuvent nous construire des maisons et des routes. Ou sinon, ils peuvent nous donner l'argent pour que nous puissions le faire nous-mêmes. Les deux options sont bonnes pour nous. Le gouvernement népalais veut centraliser l'aide dans un organisme public pour coordonner la reconstruction du pays. Mais certains donateurs internationaux s'inquiètent de voir les fonds mal utilisés en raison d'une bureaucratie envahissante et d'un manque d'organisation. Des inquiétudes qui s'avèrent légitimes puisque des hommes politiques s'attellent déjà à user de leur influence pour accéder aux fonds destinés aux victimes. Les taxis français en guerre contre la corruption déloyale du groupe américain Uber. Ils ont manifesté jeudi par milliers leur colère dans un climat explosif. Une situation qui a provoqué des violences mais aussi des perturbations dans le trafic routier à Paris et dans plusieurs autres grandes villes du pays. Une étape de radicalité obligatoire pour faire passer le message. Les manifestants ont choisi d'occuper l'espace pour exprimer un ras-le-bol. À l'aéroport de Roissy, les accès à 3 terminaux étaient bloqués et la circulation perturbée, comme dans plusieurs autres quartiers de Paris. On travaille 7 sur 7, 11 heures par jour et à la fin du mois on est débiteur. Et quand on est débiteur, c'est les banques qui nous prennent des charges aussi. Alors comment on peut faire? On peut rien faire. On est planté, on ne peut pas vendre la licence, on ne peut pas acheter, on ne peut rien faire. Alors c'était pour ça on est dans la rue et on essaie de faire que le gouvernement fait son travail. Les taxis payent la paix sociale, mais de leurs propres deniers, c'est-à-dire de leurs propres revenus. Le gouvernement fait un cadeau aux gens qui sont en difficulté, comme il n'arrive pas à résorber le chômage, c'est les taxis qui en font les frais. Alors après on va nous dire c'est pour créer de l'emploi. Oui, c'est pour créer de l'emploi précaire, c'est pour créer de la précarisation. C'est pour donner un semblant, quand on n'arrive pas à donner du pouvoir d'achat aux gens, c'est pour leur donner un semblant de pouvoir d'achat mais en nivelant les prix vers le bas. Ils ont un numéro, ils payent pour ça. Et c'est une concurrence déloyale, je crois. Ils ont raison de manifester et de s'opposer à ce libéralisme qui vaut rien. Je sais qu'eux, ils ont payé leur licence, ils ont tout fait pour payer, donc je peux comprendre d'un côté, mais il ne faut pas empêcher les autres de travailler pour autant. Depuis plusieurs mois, le groupe américain des voitures de transport avec chauffeur, Uber, s'est engagé dans un bras de fer avec l'État autour de son application mobile Uber Pop. Un service à prix cassé qui met en relation des passagers et des conducteurs non professionnels assurant le transport avec leurs véhicules personnels. Pour arrêter l'hémorragie, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a demandé au préfet de police de Paris de prendre un arrêté interdisant l'activité d'Uber Pop. J'ai donné instruction compte tenu des troubles graves à l'ordre public et du développement de cette activité encore une fois illégale au préfet de police de Paris de prendre ce jour un arrêté interdisant l'activité d'Uber Pop. L'état de droit n'est pas l'état de violence. Et par conséquent, j'appelle tous ceux qui sont dans l'action à garder leur calme, à respecter les principes de droit, à n'engager aucune violence pour faire prévaloir leur position. Voilà, ce sera donc tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes.